Restez avec nous, Arthur Delaporte. On va prendre les réactions également sur ce plateau. Elsa, Marcel, est-ce qu'on peut parler d'une loi extrêmement régressive pour le droit des personnes, des citoyens, des personnes, même si on peut les qualifier de sans-papiers, mais qui sont des personnes sur le territoire français et qui mériteraient d'avoir les mêmes droits puisqu'elles ont les mêmes devoirs que les autres résidents, les autres Français? Oui, évidemment. Alors là, je pense que c'est peu de choses de dire qu'elle est très, très régressive. Enfin, deux choses peut-être de ce point de vue. Enfin, la première, c'est que c'est évidemment un saut très important, mais que c'est dans la continuité. Enfin, la préférence nationale, elle existe déjà en réalité, même si elle n'est pas formalisée telle qu'elle dans la loi. Mais je veux dire, pour toucher le RSA, quand on est un travailleur étranger, il faut 5 ans de présence. Il y a tout un tas d'emplois qui excluent en fait les travailleurs en fonction de leur nationalité. Évidemment, l'écart qui existe entre les conditions de vie d'un travailleur national, européen ou français et d'un travailleur étranger, elles sont déjà existantes et je pense qu'il faut d'ores et déjà le dénoncer maintenant. C'est indiscutable que c'est un pas en avant. Juste pour réagir peut-être à l'intervention du député Parti socialiste qui parlait juste avant moi, c'est sûr que si l'objectif c'était de convaincre la majorité, je pense qu'on pouvait partir un peu perdant. Pourquoi ? Parce que c'est pas un éclair dans un ciel serein, ça date pas de ce quinquennat-là. Il faut se rappeler de la première loi immigration, de la loi Collomb, qui était déjà un recul extrêmement important. Il faut se rappeler que Darmanin, il parle d'ensauvagement depuis 2020. Il faut se rappeler que Darmanin et son gouvernement, c'est celui qui ont fait passer la loi séparatisme, qui ont engagé une dynamique extrêmement répressive, extrêmement xénophobe depuis la rentrée. Et qui qualifie Marine Le Pen de molle, donc qui exactement, vont dans cette trajectoire. Et dont effectivement, on sait de toute façon que depuis 2017, la montée du RN, c'est l'assurance vie du macronisme et que c'est en prétendant faire vivre un barrage républicain qu'en fait, il se maintient au pouvoir. Donc une chose par rapport à ça, c'est de dire que non seulement c'est une attaque extrêmement grave, on a discuté, mais c'est un recul. Moi, je pense qu'on peut dire que c'est une des lois les pires depuis l'histoire du droit des étrangers, que ce soit, je veux dire, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, que ce soit le conditionnement des aides sociales à des conditions de travail et ou de présence, que ce soit le durcissement des conditions du regroupement familial, que ce soit la manière dont on prétend qu'on va traiter les étudiants étrangers. Mais une fois qu'on a dit ça, à mon avis, il y a une discussion un peu de stratégie et de comment on s'y affronte. Deux choses de ce point de vue pour moi. La réalité, c'est que l'extrême droitisation du macronisme, c'est aussi le reflet de sa fragilité. Pourquoi ? Déjà parce que ça génère une crise absolument considérable dans ses propres rangs. Il y a un certain nombre de frondeurs, comme on les appelle, qui sont y compris proportionnellement dans un nombre supérieur à ce qui avait existé au moment de Hollande et de la déchéance de nationalité, mais surtout parce que la réalité, c'est qu'on voit qu'il y a déjà, première chose, une forme d'incertitude importante. J'écoutais Emmanuel Borne qui disait que visiblement la caution pour les étudiants étrangers, maintenant, ça ne pourrait être que 10 €. Donc je veux dire, c'est quand même le symptôme qu'il y a un certain nombre de difficultés autour de cette loi-là, mais surtout, moi je pense que ce qui est très important, et encore une fois là, j'aurais un désaccord avec le député du Parti socialiste, si le gouvernement et l'extrême droite peuvent avancer autant, c'est surtout parce qu'il y a une absence de réaction en face. On sort d'une séquence de lutte des classes qui a été extrêmement importante. L'année dernière, on n'a pas arrêté de se battre pour l'augmentation des salaires, contre la réforme des retraites. Il y a des jeunes qui se sont soulevés par centaines, par milliers contre les violences policières et on était dans une situation où le gouvernement était acculé. Aujourd'hui, s'il reprend du poil de la bête et s'il se permet d'avancer de cette manière, c'est pas parce qu'il y a un déroulé lent, inexorable, une progression inarrêtable en fait de l'extrême droite et de la droite. C'est parce qu'en réalité, il est en train de prendre sa revanche sur des forces sociales extrêmement puissantes. Et je terminerai sur ça. La tâche maintenant, à mon avis, c'est de tirer les bilans. Et ils sont de deux ordres. La première chose, c'est que je pense qu'il faut réfléchir à où est le mouvement ouvrier et où sont ses directions dans cette situation. J'entendais Sophie Binet ce matin qui disait que l'immigration était une chance pour la France. Je suis d'accord avec elle. Mais il aurait peut-être fallu le dire plus tôt, plus fort. Et il y avait une manifestation le 18 décembre. C'était l'occasion d'appeler l'ensemble des secteurs du mouvement ouvrier, des organisations syndicales, des organisations politiques à descendre dans la rue. Et sur le terrain de la gauche institutionnelle, pour moi, c'est la même chose. On ne peut pas renvoyer l'alternative au calendes grec, aux prochaines élections, en disant quand ce sera nous, on retirera la loi. Non, la question, c'est que le centre de gravité qui permet, et je finirai sur ça, de mettre un coup d'arrêt à un gouvernement radicalisé et déterminé, c'est évidemment dans les forces sociales qui sont exprimées, qui ont la capacité de descendre dans la rue, de bloquer le pays. Et un dernier exemple, à mon avis, qui révèle ça, il faut écouter ce qu'est en train de dire Gérald Darmanin, y compris du point de vue des institutions type CEDH. Le délit de séjour irrégulier, si vous voulez, c'est quelque chose qui avait été aboli, notamment par François Hollande, parce que la France était condamnée par la CJUE, parce qu'en fait, c'était considéré comme une entrave aux libertés fondamentales. Un autre exemple dans le même sens, il y a un ressortissant de nationalité ouzbek qui a été
expulsé alors qu'il était protégé par la CEDH et dont le Conseil d'État a même rendu une décision très récemment en disant il faut que la France trouve le moyen de le ramener, puisqu'en réalité, il a été éloigné en violation de ses propres droits. Que vous dit Gérald Darmanin? Gérald Darmanin, il vous dit peu importe. Donc ça vous montre que si lui, il a un niveau de radicalité pour se maintenir, qui fait qu'il est capable évidemment d'outrepasser les quelques garanties démocratiques qui existaient, en face, il faut construire une riposte au moins aussi déterminée, voire plus, à la base, et qui se sert de force sociale et non pas de mascarade parlementaire dont on voit qu'elles sont vaines. On va l'écouter, Gérald Darmanin d'ailleurs, qui se satisfait de l'issue de ce vote, parce que du côté des députés macronistes, évidemment, il y a une fracture qui s'est révélée avec la fameuse aile dite gauche qui a boudé le texte avec 20 députés qui ont voté contre et 17 élus qui se sont abstenus. Écoutons Gérald Darmanin et son satisfait-ci. D'abord, je voudrais évidemment, après ces très nombreux mois de travail autour de la loi immigration qui a été voulue par le président de la République, qui, je le répète, prévoit des mesures très fortes d'intégration, de régularisation de travailleurs sans papier, mais aussi d'expulsion des étrangers délinquants, me satisfaire. C'est un déshonneur pour cette majorité. C'est pour elle un lâche soulagement. Une réaction, Elsa Marcel, c'est un déshonneur pour la majorité qui n'est plus tout à fait majorité, une minorité recomposée. Ouais, moi je ne sais pas si je parlerai dans ces termes parce que je ne sais pas si la majorité présidentielle a un honneur, en a déjà eu et en aura un jour, mais pour moi la question elle se pose un peu autrement. On commençait à le discuter, mais autour de du problème du Conseil constitutionnel. Enfin, ce débat, on l'a en fait à chaque contre-réforme. On l'a eu pendant la réforme des retraites. On se rappelle en fait de la discussion à large échelle que ça a généré, la manière dont le Conseil constitutionnel a évidemment validé une contre-réforme auquel 94% des actifs étaient opposés. Ce sera la même chose là. Évidemment, il y a des mesures cosmétiques qu'ils vont retoquer, et même pire que ça, des mesures absurdes, délirantes, qui n'ont absolument aucun sens. Donc le minimum, effectivement, c'est de les retoquer, mais ça ne veut pas du tout dire que déjà, ça permettra de revenir sur le fond de la loi. Et j'aimerais insister sur une chose, puisque vous disiez, du coup, la dernière porte de sortie qui nous reste pour la remodeler, pour la faire retirer, etc., c'est le Conseil constitutionnel. Je pense que non seulement c'est faux, enfin, je me permets de le dire, hein, non seulement c'est faux, mais le problème, c'est que c'est contre-productif, parce que ça nous amène à mettre le centre de gravité au mauvais endroit et à ne pas s'armer correctement pour ce à quoi on va être confronté. Pour le dire très concrètement... Un point de non-retour dans le débat, idéologiquement, on a atteint un point de non-retour. Le problème, c'est que, en fait, la réalité, c'est que, moi, c'est ce que je disais, quand bien même ce texte est en train de passer, ça ne veut pas dire que le macronisme sort renforcé de cette situation. Pour moi, c'est l'aboutissement aussi d'une énorme fragilité, d'une instabilité extrêmement caractérisée. Juste avant, au moment de la motion de rejet, on disait mais c'est une gifle pour Darmanin, etc. Évidemment, le texte passe cette fois-ci avec les voix de la droite. Je le disais, non seulement c'est coûteux d'un point de vue de sa propre majorité et de son équilibre du régime, mais surtout, quelque chose qui revient trop peu, je trouve, dans les discussions, c'est que c'est le produit, l'aboutissement et le contrepoids d'une situation de contestation sociale très très forte. La crise sociale se maintient, la détestation du gouvernement se maintient, et les énergies sociales qui sont mobilisées l'année dernière, elles existent encore. Ce qui leur manque, c'est un plan de bataille coordonné, unifié, avec de la détermination qui leur dit maintenant on va se battre tous ensemble autour de ce projet de loi. Et pour le dire très concrètement, il y a déjà des secteurs de travailleurs sans papier ou de travailleurs immigrés qui se battent. Il faut regarder du côté des travailleurs d'Emmaüs qui ont été en grève pendant des mois, qui ont été capables de s'affronter à la police, qui ont un niveau de détermination énorme. Donc ce qui manque, c'est pas la détermination, c'est pas la capacité de lutter, c'est un plan de bataille coordonné. Et c'est de ce point de vue-là qu'on doit discuter. Je le disais dans ma première intervention, mais le plan de bataille, il manque de deux points de vue. Déjà du point de vue des directions des organisations syndicales. Je ne sais pas ce qu'est en train de dire Marie-Lise Léon de la CFDT. De mon point de vue, ce que dit Sophie Binet, c'est insuffisant. Déjà, pourquoi elle ne l'a pas dit plus tôt, et pourquoi le 18 décembre, il n'y avait pas des cortèges de la CGT et des cortèges de toutes les organisations syndicales dans la rue. Du point de vue de la gauche institutionnelle, on nous a servi l'histoire de la bataille parlementaire, etc., exactement de la même manière qu'on discutait pendant la réforme des retraites. On était sur la guérilla parlementaire, etc. Et là, on nous dit maintenant c'est le Conseil constitutionnel. Je pense que c'est déjà sous-estimer le niveau de crise qui existe du point de vue du régime, et c'est chercher les énergies à un mauvais endroit. Donc, ce que je pense qu'il faut dire d'ores et déjà maintenant, c'est non seulement soutenir, organiser et visibiliser toutes les luttes de travailleurs
travailleurs et travailleuses sans papier immigrés qui existent déjà, et c'est leur donner un débouché ou dire à partir de maintenant, quand est-ce qu'il y a un appel à la mobilisation, quand est-ce qu'il y a un appel à la riposte, quand est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'un appel à la grève. Il y a des gens qui ont fait grève pendant des mois, et c'est évidemment un projet de loi qui concerne tout le monde. Déjà parce que les travailleurs immigrés, les travailleurs sans papier, c'est des gens qui cotisent, c'est des gens qui sont exploités, c'est des gens qui, même avant cette loi, n'avaient pas les mêmes droits. Et c'est des gens pour lesquels, évidemment, il faut un plan de bataille uni entre les travailleurs français intégrés, syndiqués et les travailleurs les plus précaires. Mais c'est aussi, évidemment, une question qui dit... Ce niveau d'offensive qui est mis sur les secteurs les plus exploités et les plus fragiles de notre classe, évidemment qui va s'étendre à tout le mouvement ouvrier. Le gouvernement, il cherche à prendre sa revanche, non seulement contre les grévistes, contre la réforme des retraites, mais aussi contre tous les jeunes des quartiers qui l'ont mis en difficulté. Et c'est de ce point de vue que la manière pour moi de briser la passivité, elle existe. Il faut lutter contre cette espèce de gueule de bois à laquelle on est confronté post-mouvement, etc., parce qu'il y a eu une défaite revendicative, mais en réalité, le pouvoir de la rue, des travailleurs, des travailleuses, de la jeunesse, des classes populaires, il s'est déjà exprimé. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est justement ça, c'est que c'est un ancrage réel dans les populations, dans des secteurs de la société, et que, encore une fois, la pratique du pouvoir, elle donne l'exemple. Plus que le rapport médiatique, c'est la pratique du pouvoir. C'est des gouvernements de droite et du Parti socialiste successifs qui ont proposé des politiques racistes et qui allaient dans ce sens. La loi asile-immigration du premier quinquennat Macron. Et si on regarde, là, il y a eu quelques dans la loi, il y a quelques retours de la question de la déchéance de nationalité. C'était sous le Parti socialiste. Et puis si vous remontez avant, l'idée que, par exemple, il n'y ait pas un droit du sol automatique, mais qu'il y ait des demandes explicites qui soient faites, etc. Si vous remontez à Pasqua, etc., vous avez des exemples. Donc c'est ça le problème, c'est la pratique du pouvoir et un camp, la direction du pouvoir, qui a décidé honnêtement cet alignement et qui l'assume. En quelques mots, le mot de la fin, Elsa Marcel. Oui, rapidement, peut-être pour rebondir sur les différentes interventions. Moi, je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la rhétorique selon laquelle Macron et le macronisme seraient un rempart à l'extrême droite tombe. Moi, personnellement, j'y ai jamais cru parce que je pense qu'on est à part à feu avec un pyromane, mais plus profondément que ça. Et pour finir sur des éléments un peu de perspective, la première chose, c'est que pour dialoguer sur l'imprégnation des idées, etc., le premier à parler des chances de nationalité, c'est le Parti socialiste. Le premier à parler des chances de nationalité, c'est François Hollande. Donc la réalité, c'est que, je veux dire, cette combinaison-là, non seulement elle date pas d'hier, mais elle s'approfondit à mesure que le système est en crise. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contestations de masse. Et quand est-ce qu'il y a un recul absolument incontestable des idées racistes et du pouvoir du RN ? C'est évidemment quand il y a de la lutte des classes. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Le Rassemblement national ne pouvait pas mettre un pied dans les manifestations contre la réforme des retraites alors qu'il y avait 94% des actifs qui étaient contre. On a eu un mouvement avec 3 millions de personnes. Le RN ne pouvait plus ouvrir la bouche, ne pouvait plus mettre un pied en manifestation. Elle a même été contrainte d'être opposée à ce projet de loi. La loi immigration, elle devait être votée l'année dernière. Pourquoi est-ce qu'elle a été votée aujourd'hui ? Parce qu'ils n'ont pas osé l'imposer en même temps que le combat contre la réforme des retraites, parce qu'ils savent très bien qu'en potentiel, il y avait une alliance présente, objective, nécessaire entre les travailleurs syndiqués, les raffineurs en lutte pour leur salaire et le collectif des travailleurs sans papier 75 et tous ses collègues et tous ses camarades. Donc la réalité, à mon avis, qui est absolument indiscutable, c'est que bien sûr la traduction électorale de ces phénomènes-là au sein de l'Assemblée nationale et dans les institutions, elle est déformée. Que pour autant, les ressources, elles existent et que le rapport de force, il change énormément. Pour moi, il ne faut pas conclure autour de l'adoption de cette loi qu'on a transformer la conjoncture de manière absolument définitive. Le rapport de force évolue de manière extrêmement vite. L'instabilité, elle se maintient. Et ce qui manque, c'est effectivement le regain de la lutte des classes, la capacité de l'organiser avec un projet coordonné, politique et conscient. Merci Elsa Marcel et merci à tous d'avoir accepté de débattre sur ce projet de loi. L'édition du 13h aux médias se poursuit, le 13h qui déborde sur le 14h. Et elle se poursuit cette édition donc dans un instant avec 2 entretiens menés par mon confrère Jemin Sanli. Il recevra Anton Rouget, journaliste chez Mediapart, pour revenir sur l'affaire Guerriot, puis la militante Bérivan Firat, pour s'entretenir sur la cause kurde en France, alors que se tiendra ce samedi une grande manifestation à Paris, 1 an après l'attentat meurtrier du 23 décembre 2022, dans le 10e arrondissement de Paris. Restez avec nous, bonne journée sur le Média. Et si le 24 décembre, le Père Noël nous déposait une lettre un peu spéciale au